Les aigles préfèrent attaquer depuis les airs. Mais même au sol, se frotter à ce genre d'oiseau est une grave erreur. Nous allons vous montrer des cas épiques où différents animaux ont sous-estimé les aigles et ont dû échapper à leur puissante serre. Avec une envergure de plus d'1,80 m, l'aigle royal semble être un véritable géant. Mais pour voler vite et planer au-dessus du sol, les oiseaux ont besoin d'eau léger et creux et d'une masse généralement faible. C'est pourquoi le renard, bien qu'il paraisse tout petit, est beaucoup plus lourd, plus massif et donc plus fort que l'aigle royal. En effet, avec une grande envergure, la longueur du corps de l'oiseau n'est pas très grande et nettement inférieure à la longueur du corps d'un renard adulte. De plus, ce roublard est un prédateur agile. Et il est plutôt malin et il peut croquer n'importe qui, alors attention. Il s'en est probablement rendu compte lui-même et a donc traité l'aigle royal comme un rival à part entière, voire comme une proie potentielle. En vain. Il aurait dû traiter l'oiseau comme un Terminator et courir avec toute la vitesse possible. Le renard ne sait pas encore qu'il a perdu le combat. Mais même sans l'avantage de la première attaque surprise, la force de l'aigle royal est incroyable. Il manie ses griffes comme un épéiste d'action animée manie son épée. Un coup, un autre coup, un changement de direction et encore un coup. En gros, le renard, il a aucune chance. Alors que ses adversaires s'affrontent, il continue de se battre désespérément, mais l'aigle royal l'écrase au sol. L'oiseau balance ses ailes, agrippe le renard avec ses pattes et enfonce ses griffes plus profondément dans son petit corps pour l'épuiser le plus vite possible. Cette tactique est payante et le renard devient sa proie. On change de sujet. Les flamants roses sont des oiseaux assez grands. Et peu de prédateurs peuvent les affronter, notamment en raison de leur tactique de défense. Ils se rassemblent en immenses volées de plusieurs milliers d'individus. Bien que la coloration rose qu'ils acquièrent en raison de leur régime alimentaire spécifique ne puisse être qualifiée de camouflage, le simple nombre de grands oiseaux qui bougent leurs ailes presque à l'unisson et s'élèvent vers le haut déroute de nombreux chasseurs. Mais pas l'aigle, à tête blanche. Non seulement il possède une grande taille et une force immense, mais il a aussi la détermination de voler vers les volées de flamants roses, comme on va au supermarché. Les flamands se sentent en sécurité. Encore un autre oiseau à côté, c'est tout. C'est une très mauvaise idée qu'il n'ait pas entamé une retraite commune. Après tout, un aigle à tête blanche s'est jeté sur l'un des oiseaux dans l'eau. Le rapace a pris un risque, il ne doit pas mouiller ses ailes, sinon il ne pourra pas décoller. Mais ses excellents réflexes et son expérience n'ont pas failli. L'aigle a bien calculé l'angle d'attaque et s'est effondré sur le flamant rose, ne lui laissant aucune chance. Puis le prédateur a tout simplement coulé sa victime. Le canard nageait calmement à la recherche de bouffe. Et les autres oiseaux qui l'entouraient n'étaient que des voisins gentils, sympas. Il a dû payer pour cette insouciance, car un faucon se trouvait parmi d'autres oiseaux sur le rivage. Il l'a survolé, mais le rapace très maniable a effectué un virage serré, s'est retourné presque sans perte de vitesse et a facilement balayé la victime de la surface de l'eau. L'épervier emporte le canard, et voilà. Dans ses serres, le canard résiste désespérément, mais il n'a aucune chance. C'est ainsi qu'un rapace combine vitesse et tactique astucieuse. Voilà qui mérite votre j'aime, hein? Oh, vous n'êtes pas obligé. Le tétralyre est un oiseau plutôt agressif et courageux. Il ne vole pas très bien, mais il a une force considérable et un poids impressionnant. C'est surtout lors des duels, pour les femelles, pendant la période d'accouplement, qu'ils montrent leur qualité de combattant. Mais ici, un aigle royal s'est immiscé dans le duel de deux tétralyres. Il a profité du fait que les adversaires se concentraient l'un sur l'autre pour s'abattre sur l'un d'entre eux. Le coup puissant de ces immenses serres a projeté l'un des tétras au sol.
l'aigle royal n'a plus qu'à tuer sa victime. Mais le deuxième tétra n'était pas content qu'on lui ait enlevé la possibilité de devenir le vainqueur d'un combat à la loyale. Au lieu d'être heureux de se débarrasser de son concurrent et de fuir le féroce prédateur, le grand tétralyre attaque l'aigle royal. C'est bien. Apparemment, cet oiseau est un vrai chevalier et ne veut pas enfreindre le code du duel. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Donne-moi ton avis dans un commentaire. Sauf que, bien que les tétralyres soient 1,5 fois, voire 2 fois plus massifs et plus lourds que l'aigle royal, cela ne valait pas la peine de se frotter à ce prédateur. Le tétralyre a clairement sous-estimé son ennemi. L'aigle royal a été surpris par l'attaque et ses pattes étaient occupées à tuer la victime. Le prédateur a donc manqué les premiers coups, mais il a ensuite reporté son attention sur le deuxième, sur celui qui a osé l'attaquer, et il s'en est débarrassé en quelques secondes. C'est ainsi que l'aigle royal a eu le droit à un double repas en un seul coup. Balèze. L'une des tactiques de chasse préférées des rapaces diurnes consiste à asséner un coup violent à leur proie depuis le ciel. Un faucon ou un épervier survole sa proie, replie ses ailes et grâce à l'accélération de la chute, son coup devient incroyablement puissant pour des animaux de si petite masse. Et grâce à leur serre acérée et recourbée, les dégâts de ce coup peuvent être incroyables. Enfin, incroyables. Lorsqu'un faucon s'est précipité sur un troupeau d'oies et qu'il n'a touché aucun oiseau avec ses serres, les oiseaux ont pu penser que le prédateur avait simplement manqué son coup. Mais il s'agissait en fait d'une manœuvre intelligente. Il a fait fuir les oies et a choisi sa proie et attaqué non pas comme d'habitude par le haut, mais par le bas. Son incroyable manœuvrabilité lui a permis de faire un virage serré et de plonger directement dans le ventre mou et sans défense de sa victime volante. Le faucon l'a tout simplement renversé. L'oie, sous le choc, n'a pu rester en l'air et s'est effondrée. La chute d'une grande eau de cutter a achevé l'oiseau. Et il n'est plus nécessaire de se battre avec lui. Le rapace n'avait plus qu'à atterrir pour commencer à manger. Ainsi, le faucon rusé se débarrassera de la nécessité de tuer sa victime. Ce canard était assis, peinard, au bord du rivage. Il ne voyait rien autour de lui, donc tranquille. Sauf que quelque part, dans le ciel, s'envole un faucon pour qui franchir la distance qui le sépare du canard est une tâche de quelques secondes. Il accélère à une vitesse si folle qu'il se transforme en une image floue. Le canard ne s'attendait pas à un tel coup de foudre et ne s'est probablement même pas rendu compte de ce qui s'était passé. L'impact et le faucon est de retour dans le ciel. Vous pensez qu'il a raté son coup? Regardez ce qui est arrivé à sa victime. L'accélération monstrueuse a rendu le lancer si puissant que le faucon a brisé le cou de sa victime en un seul coup. Le rapace n'avait plus qu'à revenir pour le déjeuner. Le renard aperçut l'aigle royal dans le ciel, mais il décida de s'échapper trop tard. Le puissant oiseau était déjà assez proche pour en frapper. Le renard est beaucoup plus lourd et massif que l'oiseau, mais l'aigle royal replie ses ailes et fond sur sa proie avec une telle force qu'il lui brise la colonne vertébrale d'un seul coup. L'aigle royal a mis moins d'1 minute pour attraper un prédateur 2 fois plus lourd que lui. Que peut faire un couple d'aigles? Pas mal, surtout s'il s'agit de l'harpie féroce. Après la construction du canal de Panama, le niveau de l'eau autour de celui-ci a considérablement augmenté. Des îles isolées de forêts tropicales denses ont été ainsi créées. Bien que la profondeur de l'eau soit faible, cet isolement a constitué une excellente défense pour les animaux qui sont restés sur ces îles. C'est ainsi qu'est née l'île de Barro Colorado. Il se trouve que lorsqu'elle a été isolée de la Grande Terre, il n'y avait plus de prédateurs sur son territoire, mais il y avait quelques singes hurleurs, beaucoup de fruits et bien sûr aucune menace. Des conditions parfaites pour que la population de primates croisse à un rythme fantastique. En quelques années, la colonie de primates a atteint 1 million d'individus. Un nombre incroyable pour une île relativement petite.
Pratiquement une famille de singes vivait dans un arbre sur 5. Les scientifiques ont été choqués par la découverte de cette île de singes. Ils ont décidé d'y installer un couple d'aigles harpies féroces. 2 oiseaux seulement, que pourrait-il se passer? Dans la nature, les prédateurs régulent le nombre d'herbivores en éliminant les individus faibles et malades. Ainsi, lorsqu'il y a eu suffisamment de prédateurs, l'écosystème est généralement plus sain. Mais 2 oiseaux ne peuvent pas affecter une colonie de 1000 primates, n'est-ce pas? Apparemment, si. Cette île était autrefois un endroit idéal pour les singes hurleurs. Aujourd'hui, elle est devenue un cadeau du destin pour les harpies. Ces oiseaux attrapaient les grands primates comme comprendre du raisin sur un arbre. La cruauté inutile n'est pas une caractéristique de ces oiseaux, mais en juger par leur succès incroyable, il se peut qu'ils aient parfois chassé pour le plaisir et pas seulement pour se nourrir. Comment cela s'est-il produit? Les primates ont probablement sous-estimé l'ennemi. Ils se sont cachés dans les branches, se sont regroupés en meute, mais n'ont pas agi de manière suffisamment cohérente car ils n'étaient pas habitués au danger des prédateurs. Les harpies féroces, en revanche, étaient les maîtres de la chasse. Vous serez surpris d'apprendre que quelques harpies ont presque complètement anéanti la colonie entière de singes hurleurs. La raison de ce succès étonnant n'est pas seulement que les singes ont sous-estimé les prédateurs et se sont détendus après des années de sécurité. La harpie est l'un des oiseaux chasseurs les plus efficaces au monde. Elle préfère les vols rapides et manœuvrables, elle sait lire les courants d'air et peut à la fois accélérer à la vitesse de l'éclair et désaccélérer dans l'air pour presque planer à la bonne altitude. Son incroyable maîtrise de ses propres ailes, son attention et sa vue perçante lui permettent de chasser dans les zones denses de la forêt tropicale où la plupart des animaux sont pratiquement invisibles. Mais ce n'est pas le cas des harpies féroces. Ces aigles géants peuvent examiner une cible de très loin, la repérer dans la verdure, puis soudain descendre en piqué pour l'écraser et la cueillir dans les branches pour l'emporter dans leur nid. Ou poursuivre le combat dans les branches. Ouais, la harpie féroce est l'un des plus grands oiseaux du monde. Dans le classement des aigles, elle apparaît loin de la première place car elle n'a pas une aussi grande envergure que le condor. Les ailes de l'aigle royal sont aussi souvent plus grandes. Mais il y a une nuance, le condor et l'aigle royal sont portés à une très grande hauteur dans un espace ouvert et ils préfèrent donc planer. Ils peuvent voler activement dans une excellente habileté, mais ils captent davantage les courants d'air qu'ils ne font travailler leurs muscles. Il en va tout autrement des harpies féroces. Elles passent la plupart de leur temps en vol actif, manœuvrant entre les arbres, descendant très bas, ou au contraire, s'élevant au-dessus des arbres. En raison de leur mode de vie spécifique, les ailes des harpies sont plus courtes pour un corps relativement grand. Les harpies ont un corps de plus d'1 mètre de long et une envergure pouvant atteindre 2 mètres. À titre de comparaison, l'envergure du condor atteint plus de 3 mètres, pour une longueur de corps à peine supérieure à celle de la harpie féroce. Il s'avère que la harpie est l'un des plus grands oiseaux volants et selon certains, l'aigle le plus fort du monde. Lorsque cet oiseau fier se pose sur une branche, on a l'impression d'avoir devant soi un homme en costume d'oiseau. Il n'est pas surprenant que la puissance de frappe de la harpie lui permette de s'attaquer facilement à des primates de grande taille. Les griffes de chaque prédateur mesurent jusqu'à 10 cm de long. Lorsqu'elles s'abattent sur une proie, celle-ci n'a pratiquement aucune chance. Pour comprendre la puissance avec laquelle une harpie féroce peut s'effondrer sur sa proie, il faut savoir qu'elle chasse souvent les tatous, et qu'elle transperce littéralement leur solide défense comme un couteau aiguisé. Les harpies harponnent également les cerfs et même les loups. Il n'est pas étonnant que les harpies féroces aient réussi à massacrer une immense colonie de singes hurleurs. Il est vrai que les primates les ont aidés accidentellement.
Lorsqu'ils ont amené des oiseaux de proie sur l'île, les scientifiques voulaient voir comment les singes s'adapteraient à l'apparition de ces carnivores. La réponse est simple, ils n'ont pas pu. Les harpies féroces n'avaient pas de concurrence et se sentaient en sécurité, si bien que leurs cris distinctifs résonnaient souvent dans la jungle. Et savez-vous ce que faisaient les singes hurleurs lorsqu'ils entendaient ce son ? Pensez-vous qu'ils se sont cachés dans les fourrés les plus profonds, qu'ils ont hiberné et qu'ils ont attendu que le danger disparaisse ? Non, ils ont réagi en poussant leurs propres cris. Comme vous le savez, ce n'est pas pour rien que les primates sont appelés singes hurleurs. Ils aiment crier, et leur voix était entendue à une grande distance. Il faut savoir qu'en plus d'une vue perçante, les harpies féroces ont une excellente ouïe, ce qui leur permet de se repérer dans l'espace. Et il est intéressant de noter qu'au début, la tactique du hurleur a donné des résultats. Les harpies ont été surpris par un tel accompagnement sonore et ont souvent changé de cible au lieu d'attaquer les mâles qui criaient depuis la cime des arbres. Puis les harpies féroces se sont habituées et ont commencé à utiliser les sons de rugissement des primates pour se concentrer sur une cible. En conséquence, il ne restait plus grand-chose de l'immense colonie d'autrefois.